la Terre, porteuse d'une énigme encore irrésolue, la vie. La vie, de par l'une de ses définitions les plus élémentaires, est le temps s'écoulant entre la naissance et la mort. Les animaux, êtres vivants dits inférieurs aux humains, vivent une vie relativement uniforme. En plus de savoir répondre à leurs besoins vitaux, ils se partagent équitablement les territoires et la nourriture, en somme les richesses de la planète, dans un cycle naturellement parfait. Les humains, s'autoproclamant espèce la plus intelligente sur Terre, ont depuis toujours eu une nette difficulté à distribuer la richesse entre eux. À l'heure où il n'y a jamais eu autant de richesses à notre disponibilité, les humains n'ont jamais autant souffert de la famine, de la déshydratation et de la pauvreté. En effet, il est aberrant de constater que la richesse mondiale, selon des chiffres donnés par la Société Radio-Canada, a augmenté de 68% durant ces 10 dernières années pour atteindre un chiffre de 241 000 milliards de dollars, mais que le centième de la population détient 46% du patrimoine global. D'autres chiffres révèlent que les 2/3 des adultes de la planète disposent d'un patrimoine inférieur à 10 000 dollars. Ce qui représente 3% de la richesse globale. Selon la Banque mondiale, 18% de la population du tiers-monde est extrêmement pauvre et 33% de la population mondiale est considérée comme pauvre. Par contre, le seuil de pauvreté a été fixé à 1 dollar par jour et par personne, et un très grand nombre d'individus travaillent pour 2, 3 ou 5 dollars par jour. Ces individus, même s'ils sont bel et bien pauvres, ne sont même pas pris en compte dans ces chiffres. Vous imaginerez donc bien à quel point la situation est misérable sur le globe. Cependant, nous tendons à penser que les pays industrialisés ne sont que très peu touchés par cette pauvreté générale. Effectivement, dans un sondage émis par des chercheurs de l'université Duke, la population américaine estime que 58% des richesses du pays appartiennent aux 20% les plus riches, alors que 9% des richesses appartiennent aux 40% les plus pauvres. Ces estimations sont tout de même brutales, et nous pouvons noter que les Américains sont bien au courant qu'une forte inégalité existe. Cependant, en réalité, les 20% des Américains les plus riches bénéficient de 84% des richesses des États-Unis, la deuxième tranche de 20% possède 11%, la classe moyenne en possède 4%, alors que les 40% les plus pauvres n'ont que 0,5% des richesses du pays. Ces statistiques sont très alarmantes et démontrent bien que la majorité des Américains, bien que se doutant d'une forte inégalité dans la répartition des richesses, sont assez loin du véritable portrait de leur pays. Au Canada, les données de Statistique Canada nous informent également d'un endettement anormal chez les familles depuis quelques décennies. En 1980, le ratio de la dette d'un ménage était de 66%. Cela veut dire que pour chaque dollar de revenu, les Canadiens possédaient une dette de 66 cents. Actuellement, ce ratio est estimé à 163,7%, ce qui veut dire que les Canadiens ont en moyenne 1,64 $ de dette contre 1 dollar de revenu. Cela est très révélateur de la situation économique de la population canadienne en général. Par contre, selon la perception de la majorité des gens, l'économie canadienne et mondiale sont en grand essor depuis quelques décennies. De plus en plus de pays dans le monde s'industrialisent, des pays construisent différentes infrastructures qui défient l'imagination, des technologies de moins en moins dispendieuses apportent des améliorations notables sous tous les domaines,
l'industrie du tourisme n'a jamais autant rapporté de recettes, etc., etc. Sur le plan individuel, de nombreux avantages sociaux aident les familles canadiennes à avoir une meilleure situation financière, tels que l'assurance maladie, le bien-être social, l'assurance chômage, etc., même si ceux-ci tendent à diminuer depuis quelques années. Mais pourquoi l'endettement et la pauvreté sont-ils autant présents dans un contexte où le monde se développe comme jamais auparavant? Pourquoi de telles absurdités? Quelle est la cause de toute cette pauvreté? Pour répondre convenablement à ces questions, il est nécessaire de se demander avant tout ce qui caractérise une personne riche d'une personne pauvre. Actuellement, l'outil permettant d'échanger notre temps de travail contre des biens concrets se nomme l'argent. Pour qu'une personne soit considérée riche, il faut non seulement que son revenu soit assez élevé pour répondre à ses besoins et à ses désirs, mais également qu'il soit supérieur à sa dette. Pour qu'un individu soit considéré pauvre, ou bien que son revenu est faible, ou bien qu'il est nettement inférieur à sa dette. Nous savons tous que le revenu d'un individu se comptabilise par son salaire ou par ses profits dans son entreprise. Mais qu'en est-il de la dette? Quelles sont les dettes qu'une personne se doit de constamment payer? Premièrement, il y a les dettes liées aux besoins de l'individu. De la nourriture au papier hygiénique, en passant par les vêtements, les dettes liées à l'éducation et aux soins de santé, tous sont des dettes dont nous nous préoccupons tous les jours. S'ajoutent à cela les désirs pour un meilleur confort chez soi et une vie de qualité, à savoir le meuble d'entrée de style victorien, la télévision 50 pouces LED HD 3D, l'ordinateur de bureau Core i7 à 12 Go de RAM, le nouvel album de One Direction, le coffret DVD du Seigneur des Anneaux, le piano numérique avec touche recouverte d'ivoire de synthèse, le nouveau jeu Street Fighter 4 Alpha Gold Super Ultra Turbo HD et bien plus encore. Finalement, n'oublions pas les plus gros achats qu'un individu peut faire dans une vie, la voiture et la maison. Ceux-ci sont les dettes les plus importantes qui prennent, à elles seules, plusieurs décennies de dur labeur afin de les voir disparaître. De plus, elles nécessitent un entretien constant et rigoureux afin de profiter pleinement. Ainsi, tout cela représente une somme colossale d'argent, mais répartie sur la période de temps entre la naissance et la mort, donc par définition la vie de l'individu, toutes ces dettes restent gérables. Nous avons eu la preuve, à l'aide de statistiques éloquentes, que la grande majorité de la population mondiale est pauvre ou très endettée, et ce, dans les pays industrialisés également. Mais nous savons aussi que la population arrive à dépenser assez d'argent pour subvenir à ses besoins et à ses désirs les plus superflus. Ainsi, nous arriverons toujours à la même aberration. Les individus, tout en étant très endettés, disposent d'assez d'argent pour dépenser. Comment tout cela s'explique-t-il? Pour qu'une personne puisse autant dépenser tout en étant endettée, il doit exister une source de revenus immédiat qui se transforme ensuite en redevance. L'institution permettant de telles transactions se nomme la banque. Les banques possèdent en effet le droit d'accorder des prêts, puis de se faire rembourser avec des intérêts. La majorité de la population croit que ces prêts sont accordés à partir des réserves de la banque, donc de l'argent que les clients déposent et des intérêts obtenus grâce à leurs prêts. Mais la réalité est tout autre. Il y a de cela quelques siècles, les habitants, pour cacher et sécuriser leurs métaux précieux, les déposaient chez les orfèvres, les ancêtres des banquiers. Puisque traîner des métaux précieux devenait peu à peu embêtant, des certificats de dépôt, agissant comme des billets de banque actuels, entraient en vigueur. Avec le temps, les orfèvres ont remarqué quelque chose de très étonnant. Les déposants ne retiraient jamais leur argent en même temps. Ainsi, le stock de métaux précieux ne descendait jamais en dessous d'un certain seuil, car il se produisait un équilibre entre les nouveaux dépôts et les retraits. Les orfèvres ont donc remarqué que pour faire face aux retraits imprévus, ils n'avaient véritablement besoin de conserver dans leur caisse que le tiers de la totalité des dépôts. Pour s'enrichir avec le reste, ils décidèrent donc d'émettre des certificats de dépôt en échange d'un titre de dette, ce qui représente donc un prêt comme nous le connaissons aujourd'hui.
en évitant de dépasser la proportion de 2 billets émis pour un billet en réserve. L'orfèvre utilise donc l'argent de ses épargnants pour s'enrichir et prendre des risques sans leur consentement. Par exemple, si un orfèvre possède 3000 livres sterling, alors il pourrait prêter jusqu'à 2000 livres et lors du remboursement complet, son profit se réaliserait sur les intérêts. Plus tard, les banques modernes ont eu le droit d'émettre plus de monnaie qu'elles n'en possédaient et ne se limitaient plus à la valeur de l'épargne. Donc, elles créaient de l'argent qui n'existait pas. C'est le principe de la création monétaire basé sur le système de réserve fractionnaire, c'est-à-dire un système où les banques doivent posséder environ 1/9 de l'argent qu'elles peuvent émettre. Aujourd'hui, au Canada, cette règle du 1/9 a été abrogée. De là est né le fondement de notre système monétaire actuel. L'argent est créé à partir de rien, ou plutôt à partir d'une certaine somme assurant la crédibilité des banques. Lorsqu'une personne demande un prêt dans une banque, celle-ci inscrit tout simplement le montant demandé dans le compte de l'emprunteur, en reconnaissant une dette recouvrant le montant demandé ainsi que les intérêts. L'argent circule donc ainsi. Imaginons qu'une personne A veut acheter une voiture d'occasion à 2000 $. Elle ne les possède pas tout de suite, mais elle a un salaire fixe et elle sait que d'ici quelques semaines, elle pourra les avoir. Par contre, cette voiture risque d'être achetée par une autre personne. Alors elle demande à la banque 1 un prêt de 2000 $. La banque 1 va donc inscrire sur le compte de la personne A un montant de 2000 $ afin qu'elle puisse en disposer dans l'immédiat. La personne A va donc acheter la voiture et donne un chèque de 2000 $ à la personne B. La personne B se rend à sa banque, que l'on va appeler la banque 2, et encaisse les 2000 $. Il y a donc un transfert d'argent entre la banque 1 et la banque 2. Cependant, plusieurs millions d'individus effectuent ce type de transaction. Celles-ci font augmenter de façon astronomique la quantité d'argent en circulation. La personne A, quant à elle, doit rembourser les 2000 $ à sa banque sans oublier les intérêts. La personne A est contente de son achat, la personne B est contente de son revenu, la banque 1 est contente de son profit sur les intérêts et la banque 2 est contente de contracter un nouveau dépôt d'un de ses clients. Ainsi, ce système de création monétaire accélère le processus de transfert des capitaux d'un individu à un autre, et cela fait considérablement rouler l'économie. Alors, la création monétaire par les banques privées est-elle véritablement un problème? La réponse est oui. La création monétaire est nécessaire, mais elle est contrôlée par des banques privées plutôt que par un organisme public crédible. Ainsi, la création monétaire devient un problème extrêmement important dans la vie de chaque être humain de la planète. Par contre, cela ne peut se démontrer que sous des aspects peu perceptibles par la population. Commençons tout d'abord par le plus évident, la dette de l'État. Comme tout le monde le sait, les gouvernements de la plupart des pays dans le monde se noient dans des dettes insurmontables. C'est également le cas du gouvernement canadien avec ses plus de 600 milliards de dollars de dette publique en 2012. Tout d'abord, demandons-nous donc, comment cette dette se contracte-t-elle? Au Canada, la Banque centrale, appartenant à l'État, imprime les billets et crée les pièces de monnaie, alors que les autres banques, qui elles sont privées, créent l'argent que l'on appelle scriptural, c'est-à-dire de l'argent virtuel. Le gouvernement canadien, ayant souvent besoin de fortes sommes d'argent, demande donc des prêts aux banques privées. Le gouvernement agit donc exactement comme un individu, c'est-à-dire qu'il doit rembourser le principal, qui est le montant d'argent prêté, ainsi que les intérêts. Cette dette est cependant impossible à payer, car les banques, seules institutions qui peuvent créer de la monnaie, ne créent que l'argent du principal. Par exemple, si le gouvernement demande un prêt de 100 000 $ avec un taux d'intérêt annuel de 5%, la banque va bel et bien verser 100 000 $ au gouvernement. Par contre, celui-ci va devoir à la banque 105 000 $ durant l'année qui suit, et le 5 000 $ n'aura jamais été créé.
Cela a pour conséquence de voir la dette canadienne grimper de manière exponentielle sans jamais risquer de diminuer de manière significative. Malgré cette impossibilité de payer le tout, les banquiers exigent tout de même un minimum de revenus selon une période de temps donnée. Mais alors, comment se paie cette dette? Le professeur français en économie et en droit, M. Étienne Chouard, pourra nous éclairer à ce sujet. Depuis, alors ils n'étaient pas endettés à l'époque, du tout, les États-Unis n'étaient pas endettés. Aujourd'hui, la Fédérale Réserve, alors ils ont décidé de s'appeler Federal Reserve pour que ça ne sente pas. La banque centrale privée, les Américains ne voulaient pas de banque centrale, ils ne voulaient pas la domination de Wall Street, ils ne voulaient pas, ils savaient que c'était dangereux, ils n'en voulaient pas. Et ils ont fait un truc malin, ils ont dit on va l'appeler Federal Reserve. Mais ils ont gobé ça, et ils ont voté ça à Noël à l'arrache. Ils se sont fait enfumer. Et alors depuis, la dette ne fait que grimper, mais grimper. Et la même année, ils ont inventé l'impôt sur le revenu. C'est le même président Wilson qui a mis en place les deux. Et l'impôt sur le revenu, écoutez, je ne sais pas si ça a été conçu comme ça, mais on dirait que ça, tout se passe comme si, et c'est comme pareil en France, hein, plus tard, mais pareil en France. Tout se passe comme si, premier temps, je commence par endetter l'État à mon endroit, moi banquier, je commence par faire que l'État me doive de l'argent, et ensuite, pour que l'État ait de l'argent, je fabrique un nouvel impôt qui va servir à financer cet argent-là. Et finalement, je fais bosser les Américains pour moi, quoi, hein, et moi, je continue à faire rien d'autre que m'acheter mon yacht, mon machin, comme Veblen disait. En France, c'est pareil. Tout ce que vous payez en impôt sur le revenu, 100% de ce que vous payez, ne sert pas à faire marcher les hôpitaux, les écoles, les services publics. Pas du tout. Ça part tout dans le service de la dette, c'est-à-dire que ça part dans les poches des riches qui ont prêté à l'État parce que l'État a renoncé à créer lui-même la monnaie dont il a besoin. C'est-à-dire qu'en fait, le déséquilibre, c'est la formation de la dette et le service de la dette, pas le remboursement. C'est inaccessible le remboursement, ça fait trop d'argent. Le service de la dette, juste les intérêts, l'État le prend par l'impôt sur le revenu et le donne aux riches. Purée, mais c'est incroyable qu'on accepte un système pareil. C'est juste incroyable qu'on accepte C'est incroyable qu'on appelle représentants des gens qui sont capables de nous trahir au dernier degré comme ça. La dette publique de la plupart des pays du globe se finance donc à travers l'impôt sur le revenu. Au Canada, la loi de l'impôt sur le revenu a été adoptée durant la Première Guerre mondiale. À l'origine, c'était une mesure temporaire aidant le gouvernement canadien à financer l'effort de guerre. Cependant, l'État s'est rendu compte que cette mesure se révélait très lucrative, et elle perdure donc aujourd'hui encore. Par contre, elle ne sert plus à financer les services publics comme M. Chouard l'a mentionné, mais à faire diminuer la dette publique autant que possible. La dette du gouvernement, contractée par le fait qu'elle ne crée pas l'argent elle-même, alors qu'elle pourrait très bien le faire sans passer par les banques privées, est payée par tous les habitants du pays ayant un certain revenu, pour ainsi satisfaire les banquiers ayant accordé le prêt initialement. Fondamentalement, nous pouvons donc dire que la population travaille pour l'intérêt des banques. Et ce n'est pas tout. Les habitants doivent non seulement payer la dette de l'État, mais également leur dette personnelle. Lorsque l'individu se fait prêter 1000 $ par une banque ayant un taux d'intérêt de 5%, cet individu doit non seulement rembourser le montant du principal, c'est-à-dire le 1000 $, mais également les 50 $ d'intérêt, n'ayant jamais été créés auparavant. Ainsi, la population doit payer avec de l'argent qui n'a jamais existé, ce qui mène énormément d'individus à la faillite et à la pauvreté. La création monétaire provoque également d'autres phénomènes non négligeables. Comme nous venons de le constater, les banques créent constamment de l'argent. Argent que nous pouvons appeler argent-dette,
car il est toujours créé sous forme de reconnaissance de dette d'une personne, d'une institution ou d'une entreprise à une autre. Cette création monétaire fait augmenter la masse monétaire, qui est, en d'autres termes, la quantité totale d'argent contenue dans un pays. La hausse de la masse monétaire est très importante dans l'endettement général des individus. Explication. Premièrement, la hausse de la masse monétaire provoque ce que l'on appelle l'inflation, qui est la hausse générale des prix. En effet, la circulation d'une trop grande quantité d'argent fait que l'individu au revenu moyen peut acheter plus, car il possède plus d'argent. Lorsque la population achète plus, les prix se mettent naturellement à s'élever également. Cela tient du principe de l'offre et de la demande. Si la demande est plus élevée que l'offre deviendra naturellement plus chère. Par exemple, si une compagnie offre 20 paires d'écouteurs à 40 $ la paire, mais que 500 individus se présentent pour en acheter dans un délai d'une semaine, la compagnie, ne pouvant en produire plus, va naturellement faire augmenter les prix. L'inflation est très importante, car elle fait constamment monter les prix et fait baisser la valeur de la monnaie du pays. Le site de la Banque du Canada permet de calculer l'inflation durant une période de temps que l'on peut choisir durant ces 100 dernières années, en comparant les prix pour de mêmes produits et services. Par exemple, un panier de biens et services de 100 $ en 1914 coûterait 2016,39 $ en 2013. Cela veut dire qu'avec 100 $ en 1914, nous pouvions acheter autant de choses qu'avec 2016,39 $ en 2013. Cela démontre bien à quel point l'inflation a été importante durant ces années, ainsi que la chute drastique de la valeur du dollar canadien. Avec beaucoup moins d'argent à l'époque, nous pouvions profiter de beaucoup plus de produits et de services que maintenant. Cependant, sur une période de temps assez courte, les salaires d'une très grande partie de la population demeurent relativement fixes. En effet, les statistiques démontrent que le revenu net réel, c'est-à-dire le revenu de l'individu après impôt, a stagné environ au même niveau pour les 80% les moins riches du Canada entre 1976 et 2011. Par contre, les prix à la consommation ont été multipliés par 3,9 durant cette même période de temps. Par exemple, prenons le cas d'un individu qui a travaillé en tant que menuisier de 1976 jusqu'en 2011. En 1976, celui-ci gagnait 30 000 $. Et en 2011, son salaire est grimpé jusqu'à 70 000 $. Par contre, en calculant le pouvoir d'achat de cet individu entre ces deux années, nous arrivons à une aberration. En effet, avec 30 000 $ en 1976, il pouvait bénéficier d'autant de produits et de services qu'avec 114 056,60 $ en 2011. Par contre, en 2011, même si son salaire a augmenté de 40 000 $ comparativement à 35 ans plus tôt, il possède un pouvoir d'achat beaucoup moins élevé qu'auparavant, dans ce cas-ci de l'ordre d'environ 44 000 $ de moins. Ainsi, cet individu, possédant moins de richesses, devra donc demander plus de prêts à la banque qu'auparavant. Celle-ci va créer de la monnaie, ce qui gonflera encore plus la masse monétaire, ce qui provoquera une inflation plus importante et ce qui diminuera la valeur de la monnaie. De plus, le même phénomène se produit pour les États. Un placement de 20 000 $ déposé en 2013 vaudrait une somme de plus en plus petite à travers les années. Ce petit mécanisme est un problème fondamental du système bancaire et il passe inaperçu aux yeux de la population. Nous venons donc de voir les principaux mécanismes d'endettement au Canada. Ceux-ci sont également vrais dans la majorité des pays du monde, en particulier dans les pays industrialisés. Par contre, comment est-il possible qu'aussi peu de gens soient informés? Monsieur Mehran Ibrahimi, professeur en management à l'UQAM, pourra expliquer ce phénomène. Les gens ne sont pas au courant parce que dans un système comme le nôtre, c'est mieux que les gens ne soient pas au courant. De la même manière que si vous saviez tout le traitement que l'on fait
avec la viande que vous mangez, si vous saviez comment c'est fait de A à Z, depuis l'élevage jusqu'à l'abattage et jusqu'à la distribution et les conditions de conservation dans la distribution, vous ne mangerez plus de viande. Si vous saviez tous les produits que vous utilisez pour laver vos cheveux, pour les crèmes ou les produits de beauté que les femmes utilisent, s'ils savaient tous les produits cancérigènes et tous les produits, je dirais, néfastes qu'il y a là-dedans, ils ne consommeraient pas. Mais le système, notre système capitaliste, un peu, je dirais, je pourrais aller jusqu'à même qualifier irresponsable, dans la mesure où le profit est généré, dans la mesure où les revenus pour les détenteurs de capitaux est assuré, tout le reste, on ne s'en occupe pas. Alors parfois volontairement, à travers un système de médias et de façonnage d'opinion publique, parfois tout simplement de façon naturelle, on laisse tomber. Et donc, franchement, les gens disent, bon ben là j'ai une carte de crédit, qu'est-ce que je peux acheter avec? C'est plus leur problème de la journée ou de la vie que de dire comment le levier ou le système fractionnaire a fonctionné pour que la Banque de Montréal puisse prêter autant avec tant d'argent, avec l'argent propre. Mais c'est un problème sérieux, de la même manière que par exemple pour le changement climatique, il y a des choses que les gens ne savent pas mais qui font, mais qui contribuent énormément à la détérioration de leur situation. Alors, ce sont des choses qu'il va falloir, à un moment donné, dans un système, expliquer mieux. Et d'ailleurs, quand vous regardez, plus les systèmes sont démocratiques, dans le vrai sens du terme, ces choses-là sont plus connues de tous, plus expliquées de tous. Si vous prenez le cas d'Islande, par exemple, après la crise, les gouvernements ou les responsables ou les associations islandaises ont formé même beaucoup les gens par rapport à ça. Et les gens ont été très conscients le glissement que l'Islande a connu, parce que l'Islande c'est un des pays qui a le plus payé d'après la crise de 2008, ou par exemple dans les pays scandinaves, où, alors on n'est pas dans des équations économétriques à la télé pour expliquer aux gens, mais il y a quand même un élément d'ensemble qui permet à former ces gens-là, des conséquences de ces choses-là, le comportement des institutions. Donc c'est une question d'éducation et de culture générale. Et nous ne sommes pas dans des systèmes où la culture générale, surtout quand c'est dans l'intérêt de citoyens, ou qui contribue à ce que le citoyen soit plus conscient de sa situation, ses droits. Nous ne sommes pas dans un système comme ça. Donc au contraire, nous préférons maintenir les citoyens dans une situation de ce que moi j'appelle jeu, spectacle. Occupez-vous de ces jeux, tout ça. Ne vous occupez pas des affaires importantes, vous ne comprendrez pas de toute façon. Ça, c'est l'affaire des gens, des têtes bien pensantes. Et occupez-vous de regarder votre émission de télé, votre Star Academy, ou je ne sais pas, moi, des affaires comme ça. Ce qui est malheureux. Ainsi, un désintérêt pour le fonctionnement du système de la part de la population explique en bonne partie le fait que les gens soient aussi peu informés. En effet, le travail et les nombreux divertissements que la population possède à portée de main remplit bien l'emploi du temps de chacun. Mais ce n'est pas tout. Les médias jouent également un rôle crucial dans cette affaire. En effet, vous seriez d'accord avec moi que jamais vous n'avez entendu parler de toutes ces mécaniques, pourtant très révoltantes. En éducation, les enseignants n'effleuraient pas non plus ce sujet. Même à l'université, les étudiants apprennent bel et bien ces mécaniques de manière beaucoup plus complexe, mais très peu en ressortent avec un jugement critique de la situation. M. Chouard décrit bien cette situation. Moi j'étais prof de droit d'économie, j'ai enseigné le droit à l'économie pendant 10 ans, donc j'ai enseigné la création monétaire, comme tous les profs d'économie, et je l'ai enseigné comme aujourd'hui c'est enseigné, c'est-à-dire que c'est pas de façon critique du tout. On décrit, on dit voilà c'est comme ça, les banques privées créent la monnaie, ensuite elles vont se refinancer en fonction de leur part de marché, elles vont se refinancer auprès de la Banque centrale. Et puis je passe à un autre sujet parce que quand on est à un cours d'économie, il y a plein de choses à voir, hein. Il y a pas que la monnaie, il y a le chômage, l'inflation, il y a plein d'autres choses.
Ça ne m'a même pas effleuré, jusqu'à il y a 3-4 ans, ça ne m'a même pas effleuré de contester le système fondamentalement, structurellement, viscéralement, ça ne m'a pas effleuré d'être révolté. Et Frédéric Lordon, c'est un ami, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui on discute beaucoup, et qui me disait, quand je lui ai commencé à lui parler de création monétaire, en disant, mais c'est incroyable ce truc, quoi, les banques privées qui créent la monnaie, Frédéric me disait, mais enfin, tu tombes des nues, enfin, d'où tu sors, tout le monde sait ça, on apprend ça en première année de fac. Alors, c'est vrai qu'on apprend ça en première année de fac, mais on n'apprend pas à se révolter. On apprend en première année de fac que c'est comme ça, et c'est bien comme ça. Mais c'est pas pareil que si on l'apprenait en disant « Et qu'est-ce que vous en pensez ?» La création monétaire est un enjeu réel dont l'importance est trop peu connue par la population mondiale. Elle est au cœur de l'endettement individuel et national. Ainsi, nous arrivons à la conclusion que les pauvres s'appauvrissent et que les riches s'enrichissent, car ceux-ci n'ont guère besoin de demande de crédit. Des solutions drastiques seraient nécessaires pour effacer toutes ces dettes. Par exemple, la principale serait que le gouvernement puisse lui-même créer son argent. Il éviterait donc de déclencher une dette complètement inutile et impossible à payer en la disposant de plus aux citoyens. Ainsi, les banques ne pratiqueraient plus la création monétaire et reviendraient à leur rôle initial, qui est d'offrir un service d'épargne et de placement aux habitants. Une réglementation plus ferme du système bancaire pourrait également être de mise afin de réduire l'endettement des familles. Finalement, plusieurs organismes tentent tant bien que mal d'informer la population à ce sujet et de mener des campagnes de désobéissance civile, telles qu'Anonymous. Pour ce 5 novembre, nous allons tenter d'aller plus loin. La suite de ce message concerne seulement les personnes motivées, conscientes de l'enjeu, et qui partagent pleinement l'esprit de révolte. Donner un lieu précis pour le déroulement de nos actions serait rendre plus simple le fichage et l'arrestation de chaque citoyen révolté. Si certains préfèrent malgré tout être légal dans leur action et faire une marche, vous pouvez toujours essayer d'organiser cela pour votre ville. Nous recommandons donc à chaque personne d'agir par petits groupes afin de permettre des actions de placardage rapides et discrètes dans la nuit du 5 novembre. L'objectif sera d'informer la population sur la manipulation actuelle, l'enjeu de notre avenir prisonnier des banques, ainsi que sur le fichage par vidéosurveillance et l'ultra-sécurisation de notre société. Et le mouvement Occupy. As we gather together in solidarity to express a feeling of mass injustice, we must not lose sight of what brought us together. We write so that all people who feel wronged by the corporate forces of the world can know that we are your allies. As one people, united, we acknowledge the reality that the future of the human race requires the cooperation of its members, that our system must protect our rights, and upon corruption of that system, it is up to the individuals to protect their own rights and those of their neighbors, that the democratic government derives its just power from the people, but corporations do not seek consent to extract wealth from the people and the earth, and that no true democracy is attainable when the process is determined by economic power. We come to you at a time when corporations, which place profit over people, self-interest over justice, and oppression over equality, run our governments. We have peaceably assembled here, as is our right, to let these facts be known. Le futur est actuellement dessiné par les élites bancaires, sans qu'aucun politicien d'envergure ne semble s'en préoccuper. Avons-nous encore notre mot à dire ?